Plus tard cette année, SpaceX prévoit de tenter quelque chose d'assez fou. Faire revenir l'un de ces énormes véhicules Starship depuis l'orbite terrestre basse jusqu'à son pas de tir dans le sud du Texas. S'ils parviennent à réussir le retour et à attraper les 2 étages sur la tour de lancement, cela démontrerait l'un des éléments les plus importants de la vision d'Elon Musk pour une fusée entièrement réutilisable. Alors, comment est-ce censé fonctionner exactement? Et qu'a déjà fait SpaceX pour s'y préparer? Il parle d'attraper des fusées en plein ciel depuis des années. Et maintenant, cela est enfin sur le point de se produire, pour les 2 étages. Ces gigantesques Starship reviendront de l'orbite à une vitesse folle, guidées avec une précision incroyable. Et au lieu d'atterrir au sol, le plan est littéralement de les attraper en plein vol à l'aide de bras beaucoup plus courts situés sur la tour de lancement. Commençons donc par l'élément le plus important de tout le système, celui qui effectue réellement la capture, Mechadzilla. Cette immense tour de lancement à Starbase, au Texas, est équipée de bras géants semblables à des baguettes, conçus pour attraper à la fois le booster Super Heavy et le vaisseau Starship lorsqu'ils redescendent séparément. Cette approche est bien plus logique pour Starship qu'un atterrissage en douceur traditionnel sur un drone ship ou une zone d'atterrissage comme le fait Falcon 9. Starship est énorme, et atterrir de cette façon nécessiterait d'énormes jambes d'atterrissage, ainsi qu'une grande quantité d'infrastructures supplémentaires. En l'attrapant avec les baguettes, tout ce matériel peut être éliminé, ce qui permet d'économiser du poids et de simplifier la conception. Et pour l'instant, il n'existe qu'une seule tour de lancement au monde capable de faire cela, la tour de lancement du Pad 2 à Starbase. La base de la tour du Pad 2 est construite très différemment de celle du Pad 1. Au lieu d'un noyau en béton recouvert d'acier inoxydable, le Pad 2 utilise une structure en acier inoxydable remplie de béton. C'est une amélioration majeure, et pour de bonnes raisons. Il faut une fondation incroyablement solide pour supporter la puissance brute du Starship Block 3, en particulier avec la cadence de lancement rapide que SpaceX vise à l'avenir. La base de la tour est également légèrement plus haute que celle du Pad 1, ce qui aide probablement à accueillir les boosters de nouvelle génération, un peu plus grands, qui arrivent bientôt. Mais l'amélioration la plus importante pour attraper l'étage supérieur en plein vol concerne vraiment les baguettes. Lors des vols d'essai précédents, on a vu le booster rebondir d'avant en arrière entre les baguettes lors de la capture. Ce genre de mouvement ne serait probablement pas idéal pour Starship, car il pourrait endommager les tuiles du bouclier thermique. Arrêter des bras aussi longs de manière soudaine et parfaitement synchronisée est extrêmement difficile. Lors des répétitions, on peut clairement voir les baguettes rebondir lorsqu'elles sont arrêtées brusquement, un peu comme le rebond de suspension que l'on ressent lorsqu'on freine fort en voiture. Selon l'ampleur de ce rebond, cela pourrait poser un sérieux problème. Avec un contrôle extrêmement précis, il pourrait être possible de compenser ce rebond, un peu comme relâcher légèrement les freins juste avant l'arrêt d'une voiture. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile à faire dans une voiture qu'avec d'énormes bras mécaniques attrapant une fusée. Il dispose presque certainement d'un modèle de contrôle très avancé pour ce système, mais malgré tout, le défi reste immense. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur des logiciels toujours plus complexes, SpaceX semble avoir choisi une approche plus simple, améliorer directement les baguettes elles-mêmes. Les baguettes du Pad 2 sont environ 10 mètres plus courtes que celles du Pad 1, ce qui devrait les rendre plus réactives lors des tentatives de capture, grâce à une masse réduite. Elles sont également beaucoup plus renforcées, ce qui limite la flexion lors des mouvements rapides, une autre amélioration majeure pour une capture propre et maîtrisée. Attraper Starship est un défi totalement différent de celui consistant à attraper le booster Super Heavy, même s'ils font partie du même système de fusée. Super Heavy ne vole que quelques minutes et revient directement près du site de lancement, donc le concevoir pour une capture rapide est logique. Starship, en revanche, va jusqu'en orbite. Cela signifie qu'il peut y rester pendant des heures, parfois effectuer plusieurs orbites, simplement en attendant que la Terre tourne pour que le site de lancement repasse sous lui.
Rien que pour cette raison, Starship ne peut pas avoir le même temps de rotation rapide que le booster, même si tout le reste se déroule parfaitement. Une fois que l'on suppose que SpaceX a résolu la question du timing orbital, le vrai cauchemar commence, la rentrée atmosphérique. Starship frappe l'atmosphère à vitesse orbitale et tombe délibérément à plat ventre pour ralentir. L'air devant lui devient si chaud qu'il se transforme en plasma et l'extérieur du véhicule atteint des températures suffisamment élevées pour faire fondre l'acier. C'est pour cela que Starship est recouvert de tuiles en céramique, formant un bouclier thermique. À l'origine, beaucoup de gens pensaient que Starship serait attrapé par ses volets avant, mais ce n'est plus le plan. À la place, Starship doit être saisi par Mechazilla à l'aide de solides axes métalliques de capture, similaires à ceux déjà utilisés sur le Super Heavy 5.2. Après avoir traversé la rentrée atmosphérique, Starship se redresse et allume ses 3 moteurs Raptor de niveau mer. Avec l'aide des volets, ces moteurs ralentissent le véhicule et le maintiennent stable tandis qu'il se dirige vers la tour. À ce moment-là, les bras de Mechazilla sont déjà déployés et en attente. Starship aligne soigneusement ses axes de capture avec les bras et se positionne lentement. Une fois le contact établi, les moteurs s'éteignent et les bras se referment, maintenant le véhicule solidement en place. Pour éviter d'endommager les fragiles tuiles en céramique du bouclier thermique lors de la capture, ce qui nuirait à la réutilisabilité complète, SpaceX teste des moyens de protéger ces zones. Une idée consiste simplement à retirer les tuiles là où le contact est prévu. Lors du vol 5, ils ont testé si Starship pouvait survivre à la rentrée avec des sections exposées à ces endroits, et le résultat a été étonnamment positif. Cela suggère que SpaceX pourrait volontairement laisser certaines zones de capture sans tuiles afin que le vaisseau puisse toucher les bras sans endommager le bouclier thermique. Dans un post sur X le 27 août, Elon Musk a déclaré que la première tentative de capture de l'étage supérieur de Starship aurait probablement lieu lors des vols 13 à 15, selon les performances de V3, la prochaine version de Starship. Depuis, SpaceX travaille régulièrement en direction de cet objectif. Cela implique d'accélérer les essais du véhicule V3, de préparer le pas de tir et, tout aussi important, d'obtenir l'approbation du profil de vol de la mission. L'un des plus grands défis pour ramener Starship à Starbase, le site de lancement texan de SpaceX, est la géographie. Contrairement à la Floride, où les fusées peuvent décoller et revenir au-dessus du vaste océan Atlantique, les vols depuis le Texas sont soumis à des contraintes beaucoup plus strictes. Pour éviter les zones peuplées, Starship doit suivre un corridor très étroit. De nouvelles cartes de la FAA nous donnent un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler cette trajectoire de retour. Starship commencerait sa descente au-dessus de l'océan Pacifique, puis survolerait la péninsule de Basse-Californie et certaines régions de l'intérieur du Mexique, en évitant soigneusement de grandes villes comme Monterrey. La dernière portion se déroulerait au-dessus de la vallée du Rio Grande, avant que le véhicule ne redescende verticalement vers le site de lancement au Texas. Ces trajectoires sont conçues pour éviter autant que possible les grandes villes, afin de réduire les risques pour les personnes au sol en cas de problème. Pour atteindre la bonne orbite au départ, SpaceX étudie 2 principales options de lancement. Une trajectoire sud entre la péninsule du Yucatan et Cuba, ou une trajectoire nord passant près de la Floride. Les 2 options minimisent le temps de vol au-dessus des terres. Attraper Starship sera un moment spectaculaire et impressionnant, mais ce n'est en réalité que la première étape vers le niveau de réutilisabilité que SpaceX vise. Elon Musk a clairement indiqué que Starship n'est pas seulement destiné à être réutilisable, mais rapidement réutilisable. Cela signifie que le véhicule et l'infrastructure de lancement doivent nécessiter très peu de remise en état entre les vols. Sur le vaisseau lui-même, des changements comme la refonte des volets avant et la conception d'un bouclier thermique entièrement réutilisable sont essentiels pour y parvenir.
Sur le booster Super Heavy, l'anneau de hot staging est désormais intégré de manière permanente, ce qui évite de devoir le jeter et le remplacer après chaque vol. Rien de tout cela n'est simple, mais une fois réalisé, cela change tout. On parle de délai de remise en service passant de plusieurs mois à quelques semaines, et peut-être un jour à quelques jours, avec le même booster et le même vaisseau volant encore et encore. C'est cette étape qui transforme Starship en un système véritablement réutilisable. Et lorsque cette première capture de Starship aura enfin lieu, ce sera l'un des moments les plus intenses et les plus excitants de tout le programme.